Nous étions en train d'évoquer tout à l'heure ces mots d'Emmanuel Macron qui en appelait à une annulation de la dette des pays africains. Chris Sega, quand on parle de la dette, on oublie aussi un aspect. Il y a l'intérêt sur la dette. Alors, qu'est-ce qu'on annule? On efface l'ardoise ou bien ce qui est souhaitable en l'espèce, parce que vous avez évoqué tous ces bailleurs privés et tout ça, c'est d'annuler l'intérêt sur la dette et on se concentre sur la dette elle-même. Non, mais si on comprend ce qui se passe en ce moment, c'est que lorsqu'on dit on annule la dette, parce que l'intérêt, c'est le service de la dette. C'est-à-dire la dette, elle, vous payez ce que vous avez comme, ce que cela suscite comme intérêt. Mais pour ce coup-ci, je crois que le FMI, quand il annule la dette s'appelle bien la dette. Et c'est la dette qu'on a annulée. On efface l'ardoise. On efface tout simplement l'ardoise. Puis peut-être que cela a été fait il y a quelque temps, quelques années, les PPTE, la dette a été carrément annulée, et puis on est reparti dans un nouveau cycle d'endettement. Je crois que c'est ce que M. Jack Bavi, mon confrère Jack Bavi, c'est ce dont il parlait tout à l'heure, à quoi sert l'argent que nous prenons chez ces bailleurs-là, que nous passons, qu'on nous envoie. Et c'est vrai que si je dois dire un mot sur le sujet, c'est que le professeur Kako Nboupa a posé le problème récemment dans ces dernières sorties, justement, que ces dettes-là ne nous ont pas permis jusqu'ici, en tout cas, d'investir dans des secteurs porteurs qui permettent à l'économie de se relancer, d'être viable. Parce que, vous savez, lorsque vous investissez, par exemple, dans l'éducation, c'est un lourd investissement, quoique ce n'est autour que de 4% du budget, et des pays, ce n'est pas franchement grand-chose, on aurait pu faire plus que ça. Mais l'investissement dans l'économie, par exemple, dans l'éducation, par exemple, est un investissement lourd, mais un investissement à long terme. Mais M. Dagbavi l'a dit tout à l'heure, on aurait pu aussi investir davantage dans la transformation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les minerais sont, par exemple, exploités en Afrique, mais qui ne subissent pas de transformation du tout. Donc, il n'y a pas de plus-value. Et puis, nous perdons non seulement les matières premières, mais nous perdons aussi ce que cela aurait pu nous emmener si jamais on les a transformés ici. Et c'est tout un ensemble complexe qui n'ont pas permis à l'Afrique de se prendre en charge du point de vue de l'économie et de ne pas transformer. Or, tant qu'on ne transforme pas, je crois que l'industrialisation n'est pas possible du tout. Et nous sommes toujours à ce stade à nous endetter. Vous savez, la Chine, on s'est rué vers la Chine parce que la Chine ne pose pas de conditions. La Chine, vous vous rappelez bien le discours de la Baule, où on conditionnait les prêts au niveau de démocratisation. La démocratisation, au système de gouvernance, etc. Les pays, les bailleurs de fonds veulent être plus regardants sur la posture démocratique des pays qui viennent vers eux, qui sollicitent leur assistance. Ça n'a pas été le cas avec la Chine, qui ne pose pas de conditions. Vous savez très bien que la Chine elle-même n'est pas un pays la plus démocratique, n'est pas un exemple de démocratie, mais n'empêche que le développement se fait quand même. C'est pour cela que nous disons d'ailleurs qu'on n'a pas forcément besoin de la démocratie pour se développer, mais encore que nous ayons des dirigeants éclairés qui puissent faire don de leur pays, de leur personne, qui se sacrifient, qui font la chose, des dirigeants éclairés. Mais si on s'endette, mais la bonne gouvernance ne suit pas, il va de soi que nous perdions tout simplement les intérêts que nous aurons à aller vers ces bailleurs de fonds-là. Bref, pour répondre à la question que tu poses, c'est que lorsqu'on efface l'ardoise, la dette est partie, il y a aussi le service de dette là qui est parti. Et je crois que c'est en principe une opportunité pour nous. Mais le problème est qu'aujourd'hui, est-ce que nous avons de la disponibilité qui nous permette nous-mêmes de nous autosuffire pour faire face à la crise sanitaire? Je crois que non. Peut-être que nous sommes au début seulement de cette crise-là en Afrique, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple du cas togolais, c'est 77 cas confirmés. Ce n'est pas encore grand-chose par rapport à ce que l'Italie ou l'Espagne vivent. Ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que la France vit ou bien par rapport à ce que les Américains vivent. Donc, et on ne souhaite pas en arriver là. Et là, peut-être qu'on serait encore obligé de faire face, parce que M. Dagbavi l'a dit tout à l'heure, que ce qui l'a séduit dans
dans cette affaire-là, c'est que pour le moment, les pays africains ne courent pas derrière les pays européens pour avoir de l'argent pour venir faire face à la crise. C'est bien, mais on voudrait que cela se poursuive ainsi parce que nous n'en sommes qu'au début. Si c'est le début, bien entendu que nous avons les moyens aujourd'hui de faire face au début de la crise, mais on ne sait pas si on n'endiguait pas le mal, est-ce qu'on aura toujours les moyens de faire face à la chose? On n'espère pas que cela aille beaucoup plus loin. En tout cas. David, est-ce que parce que Emmanuel Macron, lui, il a émis un souhait, il appartient maintenant aux dirigeants européens, en tout cas aux grands décideurs mondiaux de s'asseoir et d'en discuter, mais Emmanuel Macron est soudain piqué d'altruisme. C'est fortuit ce qu'il a dit? Mais non, vous savez, la France, elle a un très grand rôle à jouer. Chris parlait tout à l'heure de la stratégie de la France à vouloir pouponner l'Afrique francophone. C'est tout à fait normal. C'est pour dire aux anciennes colonies, en tout cas à tous ces pays qui sont dépendants aujourd'hui de la France, que nous déciderons de la suite à donner à vos dettes. C'est par nous que ça peut être opérationnel. Vous l'aviez souhaité, mais votre voix n'a pas porté. Aujourd'hui, nous prenons notre responsabilité en demandant aux institutions d'annuler votre dette. Est-ce que ça n'aurait pas eu beaucoup plus d'effet si Macron, dans son discours hier, avait simplement dit « La France annule toutes les dettes africaines ». Ça aurait peut-être fait tache d'huile plutôt que de dire, d'appeler les autres à le faire. Il n'a pas voulu commencer par elle, il n'a pas voulu commencer par la France. La France, aujourd'hui, on sait combien doivent les États africains, surtout ceux francophones, à la France aujourd'hui. Lorsque vous prenez l'exemple du franc CFA déjà, la parité et tout ce qui rentre dans les caisses de la Banque centrale française, c'est beaucoup. Et donc Macron n'a pas voulu donner l'exemple de la France. Aujourd'hui, si la France aujourd'hui a besoin d'argent. La France, elle est aussi asphyxiée à un moment financièrement. Donc elle a besoin d'argent pour renflouer les caisses de l'État et mettre de l'argent à la disposition du personnel soignant, de la population française pour justement endiguer cette crise-là. Donc aujourd'hui, si la France trouve de l'argent venant de quelque part, elle est prête. Elle est prête à le prendre. Pourquoi? Parce que les caisses se vident tous les jours. Vous voyez un peu l'investissement que la France fait. Donc la France ne peut pas, Macron ne peut pas, au nom de la République française, au nom du gouvernement français, choisir d'annuler la dette africaine vis-à-vis de la France. Non, il est passé par un autre canal qui est beaucoup plus diplomatique. Par ce canal, la France se retrouve aussi dedans parce que aujourd'hui, la France, elle fait partie des grandes puissances auprès desquelles les États africains vont faire des prêts. Et donc, cela aura beaucoup plus une connotation officielle si Macron invitait les institutions à opérer à l'annulation de la dette des pays africains. C'est vrai, aujourd'hui, moi je le disais tout à l'heure, l'Afrique tend toujours la main. On parle toujours de la France, on parle toujours de l'Afrique parce que nous tendons toujours la main. Nous avons cette habitude d'aller demander, quémander auprès de l'autre, etc. Nous ne produisons pas nous-mêmes, alors que nous disposons des potentialités, nous disposons de la matière première pour pouvoir produire. Je parlais tout à l'heure de la transformation. Oui, aujourd'hui, quand vous prenez le cas du chocolat, le chocolat qui nous est revendu aujourd'hui très cher, alors que la matière première est quand même l'Afrique. Comment pouvez-vous comprendre qu'avec autant vous dites que le chocolat il est apparu dans les habitudes des Européens peut-être il y a 50, 100 ans, mais comment pouvez-vous comprendre que nous produisons, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Et comment se fait-il que nous produisons du cacao chez nous, mais nous n'arrivons pas à transformer ce cacao-là pour en faire du chocolat et le vendre moins cher au lieu de l'envoyer en France ou en Europe, le transformer, le préparer en chocolat et le ramener ici en Afrique avec toutes les cacao. À tout le monde quand même transformer ici et envoyer le produit fini par exemple en Europe. Sinon pourquoi on prend la matière première ici, on amène ça par bateau, il y a donc déjà le chargement, il y a les frais liés au fret et après, et puis alors qu'on aurait pu transférer, c'est que
on ne veut pas tout simplement qu'il y ait transfert de cette technologie qui aurait en plus bénéficié aux Africains. On préfère prendre toute la matière première brute, la transporter vers l'Europe et avec les déchets que cela suppose aussi. Et c'est une fois arrivé en Europe qu'on procède à la transformation. Alors qu'on aurait pu installer ces industries-là ici. Bien entendu, si les industries sont installées ici, ça va être quand même un déficit en termes d'emploi pour les Européens, enfin les pays qui transforment. Je crois que donc, la problématique est à ce niveau-là. Macron, il a bien fait déjà le fait d'avoir pris le courage pour demander l'annulation de la dette des pays africains. C'est quand même assez courageux. Il fallait s'attendre à ça à tout moment, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte... les caisses, les réserves, comme je le disais tout à l'heure, de beaucoup d'États sont déjà épuisées. Ça commence à chauffer à certains endroits, et donc il faut proposer une solution pour justement apporter un peu de souffle, et c'est ce qu'il a fait. Les chefs d'État africains bénéficiaires vont pousser un ouf de soulagement aujourd'hui, mais derrière, il faut aussi comptabiliser tout ce qui reste en termes de dette. C'est beaucoup de milliards. Et aujourd'hui, on ne comprend pas trop comment ces dettes-là peuvent être épongées totalement pour que l'Afrique ou les pays francophones, en tout cas africains, puissent aussi décoller et aller vers un développement intégral, un peu comme ça se fait ailleurs. Il y a un piège quelque part dans cette annonce. Dans cette annonce, il y a un piège quelque part. Bon, de toute façon, la France a tout à gagner aussi, parce que vous n'oubliez quand même pas que notre réserve de change se trouve en France. Et puis si la France aide les Africains, par exemple, à avoir une remise de dette, quelque part, ça donne, quand ça soulage les Africains, ça soulage financièrement. C'est la France qui est quelque part aussi soulagée. Vous savez que la monnaie, le CFA est arrimé à l'euro, et qui dit euro dit la France, et peu les échanges internationaux sur le plan international là, c'est la France qui quand même garantit cela. Donc par ricochet, lorsqu'il y a cette remise de dette là aux Africains, par ricochet, la France en tire bénéfice aussi. Nous sommes sur le même bateau avec la France. Donc la France, en demandant l'annulation de cette dette là, ne prône pas seulement un soulagement pour les Africains, mais aussi son propre soulagement, parce que vous savez que, je le disais tantôt, une chose est de faire face à cette crise sanitaire, mais une autre aussi est de faire décoller après l'économie. Je crois que Macron l'a dit la dernière fois dans son discours que ça va être une reprise difficile, parce que les mesures sociales d'abord, parce que les chômeurs sont là, beaucoup de personnes sont allées en chômage ces derniers temps. Il faut faire redémarrer l'économie. Redémarrer l'économie suppose aussi qu'il faut assister, et la plupart des sociétés qui aujourd'hui sont en train de mettre la clé sous le paillasson, il faut que l'État prenne position directement dans ces sociétés-là. Ça ne voudra pas dire qu'il faut les nationaliser, mais c'est ce qui s'était passé par exemple aux États-Unis, où l'État était intervenu directement pour renflouer la caisse des sociétés, notamment des banques, pour que ces banques-là ne mettent pas la clé sur le paillasson. C'est ce que la France est obligée de faire, et la France a besoin des moyens. Et pendant ce temps-là, le même problème se posera aussi en Afrique. Et nous allons courir après la France pour nous aider. Et si la France aujourd'hui prônait la remise de dette quelque part, c'est pour se soulager. Et c'est ce que j'appelle par ricochet, parce que si elle le faisait, si ça marchait quelque part, elle se rend aussi service. Il faut qu'on pense que c'est l'Afrique qui est totalement gagnante. Forcément. Dans notre second sujet, nous parlons maintenant du Mali. Le second tour des élections législatives au Mali est maintenu au 19 avril, malgré l'augmentation des cas positifs Covid-19. C'est ce qu'a annoncé vendredi soir le président Ibrahim Boubacar Keïta lors d'une allocution. Je rappelle que la décision d'aller aux législatives n'est pas le fait du gouvernement, mais du dialogue national inclusif qui a mené des travaux en totale indépendance, sans aucune interférence, a-t-il indiqué donc dans son troisième message à la nation depuis le début de la pandémie. Selon lui, une forte majorité des partis politiques se sont prononcés en faveur du maintien des élections. Cependant, a-t-il ajouté, il est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que lors du scrutin, les mesures sanitaires soient strictement et rigoureusement appliquées. Il faut rappeler que le Mali compte officiellement à ce jour 87 cas
d'infections confirmées, dont 7 décès et 22 guérisons. David Diababi, ce n'est pas irresponsable de maintenir un scrutin dans ce contexte? Ça aurait été irresponsable de la part du gouvernement malien si les consignes, les mesures barrières ou alors le respect des consignes sanitaires n'a pas été proposé. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui le monde est frappé par une crise sanitaire, tout le monde s'en est rendu compte. Les grandes puissances, les États-Unis ont annulé la campagne présidentielle, la France a annulé la campagne municipale, l'élection municipale dernièrement. Certains pays africains ont ajourné les programmes électoraux. C'est tout à fait normal parce qu'en face, il y a un ennemi qui est invisible, qu'on ne voit pas et sur qui on n'arrive pas à mettre la main. Donc, il faut ce soir des manifestations qui réuniront beaucoup de personnes. Mais le Mali se trouve dans une situation très délicate. C'est un pays qui a besoin d'asseoir ses institutions pour pouvoir véritablement avancer. C'est vrai que appeler les Maliens à aller aux élections, c'est les exposer à plus de contamination. Voilà, aujourd'hui, le Mali fait partie des pays les moins touchés par le Covid-19. Et donc aujourd'hui, si le gouvernement estime nécessaire d'appeler la population à aller à des élections municipales, c'est parce que l'ensemble de la classe politique s'est accordé sur la nécessité d'aller à ces élections. Alors maintenant je crois que l'URD du principal opposant Soumaïla Cissé, qui d'ailleurs n'est pas encore libéré, a dit qu'il ne fallait pas maintenir. Oui, c'est l'URD dans son rôle d'opposition, c'est tout à fait normal. En face, il y a des réalités qui appellent à la hausse, au report de cette élection, puisque le principal leader de l'opposition, le chef de file de l'opposition malienne n'est pas là, il a été enlevé, on ne sait pas où il est aujourd'hui. Ça veut dire que son parti est déjà techniquement bloqué et ça risquerait de poser un autre problème. Ça peut être interprété autrement par les adversaires politiques du gouvernement sur la base de ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que la nécessité, l'idéal aurait été de reporter ces élections, les maintenir dans le programme électoral du Mali, mais les reporter. Mais aujourd'hui, le gouvernement dit l'ensemble de la classe politique malienne s'est accordée sur la nécessité d'aller à ces élections. Et derrière cette invitation à aller à cette élection, le gouvernement demande aux populations de respecter les consignes sanitaires pour éviter la propagation de cette maladie-là. Alors, est-ce qu'il y a une priorité aujourd'hui dans le schéma politique ou dans le programme politique malien d'aller à ces élections? Le gouvernement dit oui, il faut y aller pour fermer cette page-là. Certaines formations politiques de l'opposition disent non, compte tenu de la crise sanitaire, il faut reporter. Compte tenu de l'enlèvement du principal chef de l'opposition, il faut reporter. Mais derrière, c'est le peuple malien qui est le seul détenteur de ce choix, de cette décision du gouvernement. Alors, Chris Sega, quand le président dit que la date des législatives n'est pas le fait du gouvernement, mais du dialogue national inclusif, il oublie de dire que le dialogue n'a jamais prévu qu'il y aurait un Covid-19. Oui, bien entendu. Maintenant, c'est vrai que c'est vrai, bien entendu, c'est vrai. Mais seulement, je crois que le fait qu'on reporte ce scrutin-là, ou non, aujourd'hui ne doit plus être un fait qui relève de la seule responsabilité des acteurs politiques, parce qu'il faut que s'il y a des médecins, s'il y a un collège de scientifiques, il faut maintenant que justement le gouvernement ou les autres partis politiques questionnent ce collège-là pour savoir quelles sont les incidences de regroupement sur la propagation de ce virus-là. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'il y a à craindre si jamais on allait aux élections? Je crois qu'il faut faire intervenir, la société civile dans cette affaire-là, demande l'avis des experts en la matière pour que les gens puissent leur donner des projections. Parce que on ne peut pas maintenant se fier seulement rien qu'aux politiques, parce que eux, ils vont faire de la politique. C'est normal, par exemple, que le leader de l'opposition qui a enlevé son parti demande un rapport, parce que psychologiquement, ils sont atteints, parce qu'il fait quand même pas bon
que ce soit des gens qui aillent à une campagne alors que leur leader se trouve entre les mains des ravisseurs et on n'a même pas signe de vie de cet opposant-là aujourd'hui. On ne sait pas dans quel état il est. Et puis, dans ces situations-là, c'est vrai que les gens vaquent à leur occupation en termes de campagne comme si de rien n'était. Rien qu'à cause de ça, on aurait pu arrêter le processus, quitte à avoir une solution à ce problème d'enlèvement-là avant de poursuivre. Mais seulement, vous savez, quelque part, cela arrange le pouvoir en place de ne pas avoir en face directement l'opposant numéro 1. L'opposant numéro 1. Il faut le rappeler, il est déjà élu, lui. Malgré qu'il a été arrêté, il a été élu dès le premier tour. Il fait partie des 22 députés élus. Oui, bien entendu. Mais maintenant, seulement, il ne sera plus là pour faire campagne. C'est peut-être lui qui donne les impulsions, c'est peut-être lui qui donne les grandes orientations de la chose, mais c'est comme nous sommes des adversaires, bien entendu, mais lorsque un des nôtres est frappé par cette tragédie-là, et quand nous puissions penser, nous soyons de cœur avec lui. Et moi, je pense que rien qu'avec cet effort de compatir avec celui-là, on aurait pu arrêter. Mais seulement, il y a un agenda qui a été prévu de longue date. Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est qu'on questionne, par exemple, les milieux scientifiques pour voir quels seraient les incidents, quelles seraient les conséquences avec les attroupements qu'on va avoir avec cette campagne-là, quelles sont les projections est-ce qu'on ne laisse pas bizarre? On sait que c'est lors de regroupement que le virus se propage. Justement, et c'est aussi qu'on est sur un continent où le respect des mesures barrières n'est pas vraiment encore entré dans les habitudes. Et je dis, il n'y a que sur ces cas, sur ces faits précis, qu'on puisse tabler maintenant pour arrêter le processus. Et moi, personnellement, je me dis que si l'attroupement, c'est pas l'attroupement qui a propagation, donc il serait normal que ce processus-là soit arrêté. Mais maintenant, quelles sont les mesures dont il dispose maintenant pour que quand bien même il y aurait attroupement, il n'y aurait pas de champ de propagation du virus. Il faut que questionne maintenant le gouvernement ou bien leur commission électorale pour voir quelles sont les mesures qui sont prévues. Parce qu'on ne peut pas faire campagne sans regrouper les gens pour leur parler. Or, c'est en regroupant les gens qu'on donne la chance au virus de se propager. Donc, si on doit passer par la campagne, il est normal qu'on y pense et qu'on se dise qu'il y a une forte chance. Aujourd'hui, le Mali est très peu atteint. Il vaudrait mieux qu'on en reste là. Au lieu de donner, par exemple, l'occasion à la pandémie là, de faire davantage de routes, on aurait pu saisir cette occasion-là et dire on en reste là. Mais maintenant, parce qu'on veut absolument tenir cet agenda-là, exposer les Maliens à la propagation de ce virus-là, je me dis que c'est là qu'on parle de l'irresponsabilité, parce qu'il n'y a que le gouvernement qui puisse aujourd'hui taper des points sur la table, prendre une décision comme quoi, voilà, j'ai entendu les principaux acteurs de ce processus-là, mais je prends ma responsabilité pour arrêter le processus tout simplement, quitte à le remettre plus tard. Il y a aussi un côté qu'il faut souligner. On sait que les élections sont généralement très budgétivores, alors qu'en ce moment-ci, les efforts de guerre en termes financiers doivent être concentrés sur le Covid-19. Si la France, qui a tous les moyens de maintenir un second tour des municipales, a décidé de les ajourner, comment le Mali, qui n'a pas de moyens, qui a une situation sécuritaire très délétère, économique très délétère, peut se permettre, dans un contexte de crise sanitaire, où on a décrété l'état d'urgence sanitaire, de maintenir des élections qui vont être budgétivores. C'est ça le contraste africain. Il n'y a qu'en Afrique où il y a eu des élections. En Afrique, en plus, il y a eu le cas de la Guinée. Tous les pays au monde ont sursis à leur processus électoral. C'est terrible. Vous n'avez pas d'argent. Aujourd'hui, on parle de disponibilité financière pour faire face à cette crise sanitaire. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de ressources financières, mais vous êtes prêt à aller aux élections. C'est ça le contraste. Ça fait pas joli, ça donne l'impression que les gouvernants ou les dirigeants maliens ne sont pas sensibles à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a deux situations face auxquelles le Mali doit plutôt mettre de l'argent, c'est la lutte contre le terrorisme et la lutte contre cette crise sanitaire. Mais ce qui intéresse le gouvernement malien aujourd'hui, c'est le calendrier électoral. Il y a eu
un premier tour qui a dégagé un certain nombre de députés. 22 élus sur 147. Voilà, le reste, est-ce qu'il y a une nécessité, est-ce que c'est important aujourd'hui? Est-ce que la priorité du Malien aujourd'hui, c'est d'aller à cette élection législative? Le Malien te dira non. Mais le gouvernement, pour des raisons qu'il maîtrise seul, pour des raisons de poser sa légitimité, appelle à leurs élections. On verra si les Maliens iront. Est-ce que ça choquerait les Maliens qu'on repousse? Personne ne s'intéresse à cette élection. Parce qu'il faut rappeler qu'au premier tour, on avait un taux de participation moins de 30%. Avant le Covid-19, personne n'est allé à ces élections. Ce n'est pas les élections qui composent la priorité quotidienne des Maliens aujourd'hui. Non, c'est la sécurité du territoire malien. C'est ça le problème. Ce n'est pas les élections. Ibeka, il a déjà commencé son deuxième mandat. Toutes les promesses qu'il a faites, il n'a pas pu les tenir. On l'attend dans les années à venir, à la fin de son mandat, pour le mettre dehors. Et les Maliens aujourd'hui ne s'intéressent pas au processus électoral. Donc le scrutin du 19, il y a encore un peu de temps. Le Mali peut revenir sur sa décision et proposer un report carrément s'inédié. Après, quand tout irait bien, concernant les élections. Il appartient maintenant à la société civile malienne de prendre de la voix, de dire ce qu'il est indispensable de faire dans ce contexte. Non, la société civile se prononcer aussi parce que le président n'est pas le seul gouvernant. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'émergence d'une société civile en Afrique, il faut que cela sert aussi à ça. Et pour que cette société civile se prononce, il faut que les experts se prononcent. En ce moment-là, on fait face à une urgence. On fait face à une urgence. Tous les Maliens doivent se mettre ensemble. Déjà, le premier tour a vu une très faible participation. Et le deuxième tour, ça va être encore moins. Pire, Et je crois que les raisons que certains Maliens avancent, c'est qu'ils disent par exemple qu'il y a eu le déploiement du matériel, il y a eu déjà des dépenses énormes qui ont été faites pour déployer le matériel. Le processus est engagé. Le simple fait de vouloir maintenant y renoncer va coûter encore des dizaines de millions. Il vaudrait mieux continuer pour finir. Et puis, certains posent encore le problème de la vacuité qu'il y aurait en termes de législation lorsque on risque de tomber aussi dans le vide. Est-ce que les Maliens, en ce moment-là, les partis politiques vont encore se mettre ensemble pour accepter et que l'Assemblée telle qu'on l'a aujourd'hui puisse poursuivre, bien les gens vont se dire qu'il faut une nouvelle forme d'Assemblée ou alors dire que en ce moment-là, il faut coopter des gens pour créer une nouvelle Assemblée. Et je crois que c'est cette crise-là aussi que le président est en train de craindre pour dire qu'il faudrait mieux ne pas tomber dans un vide en ce qui concerne la constitution de l'Assemblée qu'on est en train d'attendre pour ouvrir la porte à de nouvelles crises politiques alors qu'on a des urgences sanitaires, des urgences politiques. Pour la pause, la grande, et on revient dans une dizaine de minutes.